tout ce qui a été présenté ce matin appelle beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, des questions. La parole est à vous. Voilà, donc Mathieu, je vous présente Mathieu, notre collègue, a le micro. Il sera un plaisir de vous le passer. Et donc la parole est à vous. Questions, commentaires à nos intervenants et aux deux mamans si vous souhaitez vous adresser à elles. J'ai une question pour Monsieur Kounen. Voilà, je voulais voir un petit peu comment votre expérience était vécue par vos collègues et avec quel impact sur les enfants, sur les parents. Voilà, c'était une question que je me posais. On va couper la caméra pour ça. Par les parents, on va commencer par les élèves. Ça se passe vraiment très bien. C'est très perturbant pour eux parce qu'ils ont fait un premier degré traditionnel face au tableau et se retrouvent avec un espace de liberté. Alors ils vont commencer par prendre cet espace de liberté à fond. On va leur apprendre à la calmer, mettre des balises, des règles qu'on construit ensemble, parce que les règles ne sont respectées que si on les construit ensemble. Et puis ça va très vite. Ils adhèrent très vite à ce genre de pédagogie et de projet de vie. Les parents, c'est plus difficile, parce que déjà, ils ne s'attendaient pas du tout à tomber chez moi. Certains espéraient même éviter, puisqu'il y a quand même 3 classes par année. Et donc, il faut être très pédagogue. Et donc, la réunion de parents prend beaucoup de temps. Il y a des PowerPoint, ils voient plein de photos, de vidéos que les enfants des autres années ont faites. J'explique comment, ce que je vous expliquais tout à l'heure, comment je travaille avec les enfants, surtout les enfants à besoins spécifiques. Et donc, pour les collègues, c'est plus embêtant, parce que c'est très embêtant d'avoir quelqu'un qui fait autrement dans une école, qui a des résultats et que les enfants sont heureux et eux, ils savent pas comment faire. Et donc, c'est un peu embêtant parce qu'en plus, quand j'ai commencé, j'étais jeune et j'avais très difficile. Quand j'ai fait le choix de changer de pratique, j'ai eu tous les collègues matures, les vieux de la vieille, contre moi. Et donc, en disant, tu vas pas nous donner cet élève-là. Ils disaient même pas cet élève-là, tu vas nous donner ça. Ça, c'était un être humain. Il sait pas faire ça, il sait pas faire ça, il sait pas faire ça. Et j'ai tenu bon, parce que c'était très difficile d'avoir tous ces collègues de 5e, de 6e année qui en avaient sur le dos. Bon, maintenant, c'est moi devenu le vieux crocodile de l'école, donc on me fout la paix. Mes collègues respectent ce que je fais, mais ceux qui auraient envie de se lancer dedans n'ont pas le soutien de la direction pour aller dans ce sens-là. La direction est claire avec moi, elle me dit « tu es une expérience pédagogique à titre personnel ». Ça veut tout dire. Ça veut dire nous, on n'en a rien à faire. Et donc, dans ce cadre-là, il faut, bon voilà, je vis les choses bien, je suis heureux de ma classe, mes élèves sont heureux et je suis heureux de faire mon métier. Et je pense que tout est là. Et donc la direction, je dis, sa réaction, elle est très très loin de ce genre de pédagogie-là. Oui, c'est un petit peu la suite. Comment font les élèves qui sont passés chez vous et qui retournent après chez un collègue? Bon, en principe, je ne vais pas m'en soucier. Mais ils ont connu, ils sont passés au premier degré par ce type d'apédagogie, je vais alpha privatif, pas de pédagogie du tout, et ils vont retrouver le même système après, ils le connaissent. Ils ont simplement appris autre chose, à réfléchir autrement, et les collègues qui les reçoivent en 5e année voient des différences. L'enfant sait apprendre, sait comment on fait pour apprendre, enfin mieux que les autres en tout cas, et ils sont très solidaires entre eux. Ils continuent le tutorat en 5e année alors que c'est à peine toléré. Donc pour les enfants à besoins spécifiques, on l'accepte. Donc ils ont une autre façon de voir les choses et d'étudier en fait. Ouais, mais ça se passe normalement pour eux. Voilà, je vais juste rebondir. J'ai ici plusieurs casquettes. Je suis institutrice, aussi dans une classe coopérative. J'ai créé une école Freinet. Et puis la vie a fait que finalement, j'ai 3 enfants et mon dernier a une anomalie génétique. Et donc, par la force des choses, j'ai dû me rendre compte que ce que je pensais vraiment, j'y croyais vraiment et que je devais mettre en place pour mon enfant. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'être parent. On a beau avoir toutes les valeurs, c'est très compliqué.
Mais pour en revenir, dans ma classe, c'est comme ça. C'est très compliqué aussi, les collègues. Et j'ai la chance et l'inconvénient d'être en fin de parcours. Je suis en 5e, 6e. Donc les enfants, après, on les voit plus, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont. Mais en même temps, c'est l'inconvénient parce qu'il y a ce fameux CEB et on a beau leur donner plein de choses, eh bien, on ne peut pas non plus garantir sur facture qu'à la fin, il y a ce CEB. Donc c'est compliqué d'avoir en même temps toutes les expériences positives des parents et en même temps, après, de quand même encaisser parfois que ça ne suffit pas au CEB. Et je disais à Nathalie tout à l'heure, dans mon école, on me refile, parce qu'en fait c'est comme ça, les cas d'intégration, parce que comme je suis maman d'un enfant comme ça, je sais évidemment. Et voilà, donc c'est lourd à porter aussi. Voilà. J'aime bien ce que vous dites parce que vous dites comme je suis maman, je sais. Alors que d'habitude, les enseignants prétendent tout savoir. Hein, ils ne savent rien sur les enfants porteurs de différences. On n'est pas formés. L'orthopédagogie n'est pas dans le cursus d'apprentissage, ce qui est extrêmement important. Mais c'est vrai que les parents savent tellement plus de choses. Et moi aussi, je suis papa d'un enfant porteur d'un grand handicap, de grande dépendance. Voilà. Mais... Voilà. Non. Non. Comme ça. Non, ça ne marche pas, mais je vais parler. Comme ça marche. Ah oui, voilà. Bonjour à tous, je voulais d'abord vous remercier parce que je trouvais que c'était intéressant, tous les exposés de ce matin. Moi, j'avais plus une question parce que c'est vrai que tous les projets qui ont été présentés sont plus vraiment des projets d'intégration. Et donc, ma réflexion, c'était quid de l'inclusion, qui est vraiment un projet bien plus large. Bon, l'exemple de M. Kounen, mais c'est que sur l'échelle d'une seule classe, et c'est vrai que ça nécessite un projet de toute une école, et c'est repenser l'enseignement autrement. Donc, j'avais peut-être... Donc ça, c'était plus un commentaire général. Et une question alors pour Monsieur Berthaud, dans un peu le tour des initiatives existantes, ce qu'il y en avait au départ, qui étaient vraiment des écoles inclusives. Est-ce qu'il y a eu un choix de choisir plutôt des cas d'intégration voilà. Donc, la question porte sur la question du choix des écoles, c'est ça ? Et est-ce qu'il y avait des projets d'inclusion j'aurais un peu du mal à juger en fait si une école répond aux critères d'une école inclusive, parce que même moi je suis pas à même de dire qu'est-ce que c'est complètement. Ouais. Ok. Mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement il y avait des écoles qui avaient une approche plus globale de l'intégration et qui tend vers l'inclusion, avec des logiques où on conçoit à la base l'accueil de tous les élèves différents, où la pédagogie est adaptée à tous les élèves, que ce soit des élèves à besoins spécifiques et les autres élèves, c'est pensé un peu plus globalement. Après, y mettre un label d'école inclusive ou pas, moi je me sens pas en mesure de le faire, mais c'est clair qu'il y a des démarches très différentes. Il y a des écoles qui je ne vais pas dire subissent l'intégration, mais c'est presque ça, et d'autres qui prennent un pli tout à fait inverse et qui construisent les choses de façon beaucoup plus globale. Juste un mot pour compléter. Je ne sais pas si ça marche là pour le coup. Oui, juste un mot pour compléter. Certaines écoles sont inclusives, complètement. C'est un vrai projet d'école. Dans le précédent colloque qu'on avait fait, un directeur d'école avait présenté son projet, il incluait l'extrascolaire, il incluait toutes les équipes éducatives et tout le projet était orienté vers ça. Toutes les inclusions, mais alors on ne différenciait plus vraiment un enfant sourd d'un enfant qui a une difficulté momentanée liée à on ne sait pas quoi. Maintenant, c'est vrai que nous, on voit ça comme tout un processus par étapes. L'intégration est une étape importante. L'enseignement spécialisé a sa raison d'être et il répond à des besoins pour le moment réels, mais l'ambition de la Ligue des familles est que progressivement, de manière prudente, parce qu'il ne faudrait pas casser ce qui existe déjà, même si mais c'est d'aller vers un système inclusif. On parle d'école, mais nous on a envie d'aller plus loin, vers un système qui soit pleinement inclusif. Là, le chemin est long, mais nous on y croit, et je pense qu'à un moment, il faudra avoir peut-être une position un peu plus radicale
sur les exigences qu'on demande à l'enseignement. Et par ailleurs, il existe des projets qui sont encore en gestation, notamment un projet qui s'appelle l'école de tous. Karine van der Straten est là pour en parler si vous le souhaitez. L'école de tous, qui est un projet initié par le délégué général aux droits de l'enfant, qui est en maturation, et qui, dans son essence, dans sa construction même, est inclusif. Et donc, on ne se pose plus la question de l'intégration, ça n'a plus de sens. Voilà. Je vais rajouter que dans les écoles avec lesquelles on travaille, on a une école qui a décidé depuis 1 an de mettre dans son projet pédagogique qu'elle se présente comme une école inclusive. Donc ça occasionne certains changements, certains positionnements, etc., qu'on doit encore réfléchir avec l'école parce que ça change le rôle de tout le monde. Mais ce qui est clair, c'est que pour cette école, c'est une école inclusive, mais comme il n'y a pas les moyens humains qui existent de manière structurelle et organisée pour pouvoir permettre une école inclusive, donc c'est une école qui porte le titre d'école inclusive, mais fait des projets d'intégration. Donc, pour pouvoir avoir les moyens humains, on passe par l'intégration. Oui. Oui, moi je voulais dire la difficulté en tant que parent de trouver ces fameuses écoles formidables et de la nécessité vraiment urgente, et même si je sais que c'est extrêmement difficile à mettre en place, mais il faudrait qu'on puisse quelque part avoir un listing d'expériences vécues et d'aller plus loin que l'anonymat, parler du type du handicap, parce que je pense que pour les enseignants, avoir l'expérience d'un type de handicap permet plus facilement d'appréhender celui-là. On ne peut pas demander à tous les enseignants d'être spécialistes de tous les types de handicap présents, et donc je pense que peut-être qu'une école accueillera peut-être plus cette spécificité-là parce qu'ils ont plus qu'ils gagnent une petite expérience, que ça peut être positif, et que pour les parents, c'est le parcours du combattant, simplement de se dire, il y a des centaines d'écoles en communauté française, à laquelle dois-je m'adresser? J'ai eu une quantité effrayante de non. J'ai même été sur place dans une école pour qu'on me dise, ah non, parce que j'étais avec mon fils et on m'a dit, c'est pour lui que vous venez? Et voilà, et on perd son temps à chercher partout. On s'adresse enfin quand on a trouvé l'école formidable. On dit, mais nous on en a déjà trop, hein. On ne peut pas prendre le vôtre en plus. Et je les comprends, je ne jette pas la pierre. Mais c'est vraiment excessivement compliqué. En plus, les enfants ont un besoin spécifique. Vous ne pouvez pas non plus toujours savoir quand est-ce qu'ils vont être prêts pour rentrer à l'école. Or, il faut les inscrire 2 ans à l'avance, ou presque. Eh bien, en fonction de leur handicap, on ne peut pas toujours dire dans 2 mois, il pourra aller à l'école, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il sera apte à s'intégrer dans un groupe, apte à faire face aux difficultés qui seront les siennes par rapport au fait d'être à l'école. Bon, tout ça est très compliqué et on est vraiment laissé à soi-même. Et je dis peut-être que là, la Ligue des familles a peut-être un rôle à jouer dans vos projets. Je trouve donc déjà génial les 2 colloques. Je suis là présente au 2e colloque aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas, inventer un label inclusion ou comme il y avait des labels pour les hôpitaux, pour les bébés, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Il faut essayer de pister ça pour... c'est vraiment une aide dont on a besoin, je pense. Mais je vais préciser aussi que, vous l'avez dit tout à l'heure, madame, mais quand c'est moi qui parle ici. C'est vrai qu'au niveau des centres PMS, nous on connaît les écoles des alentours, de la zone où on travaille, mais alors ce qu'on voit, c'est vraiment un afflux d'enfants avec des difficultés qui vont vers les quelques rares écoles qui acceptent de mettre en place des projets. Donc ça veut dire que les quelques écoles qui veulent bien accepter les enfants et appliquer d'autres pédagogies et mettre des choses en place sont vraiment... Comment est-ce que je vais dire ? Elles sont envahies ou surchargées. Enfin, elles ne peuvent pas répondre au nombre important, mais vraiment très important de demandes. Et donc, même si on vous recommande d'aller dans telle ou telle école, la liste est courte de toute façon. Et ces écoles ne pourront malheureusement pas accueillir les enfants. Au niveau du diocèse de Liège, la volonté, c'est vraiment que plus d'écoles acceptent de se mettre en projet, d'accepter des enfants d'intégration, de réfléchir à l'école inclusive, de faire des aménagements raisonnables. Parce que plutôt que de se dire, il y a quelques écoles qui acceptent et on va aller vers ces écoles, l'idée, c'est que la plupart des écoles s'y mettent et bougent. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Sinon on fait qu'entretenir ce qui existe déjà, ce qui se fait déjà. Oui, aussi une question à Madame Steinmetz, parce que ce que vous avez présenté, c'était le cadre un peu qui existe, qui sur papier semble très positif et intéressant.
Je me demande, sur la base de votre expérience, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés, parce que c'est très bien. Et on a entendu certains parents aussi qui ont fait des remarques critiques sur certains centres PMS. Peut-être que ce n'est pas le cas chez vous, mais est-ce qu'il y a des discussions chez vous, entre collègues des différents centres PMS, où il y a des obstacles? Qu'est-ce qu'on peut faire de votre côté aussi pour que ces cadres qui existent sur le papier soient vraiment mis en œuvre? C'est parce que ce semble là le défi. Oui. C'est vrai que dans notre centre PMS, je peux dire que ça se passe bien, parce que je pense que le fait qu'on ait, on peut le dire, le fait qu'on ait, je regarde ma collègue qui est là, le fait qu'on ait une école inclusive, on a tous été obligés dans notre équipe, au départ les 2 personnes qui vont dans l'école, mais aussi le reste de mon équipe, on a été obligés de se dire, il faut changer quelque chose, il faut penser autrement, il faut réfléchir autrement, il faut travailler autrement. Donc dans mon équipe, on essaye de penser autrement et de se positionner autrement. Maintenant, c'est vrai que des difficultés, il y en a. Quand on a, par exemple, beaucoup de demandes d'intégration pour une même école et que donc, du coup, ça occasionne un travail énorme qu'on n'aurait peut-être pas le temps de faire, on n'a peut-être pas toujours le temps de le faire aussi bien qu'on voudrait. Ou bien alors... Qu'est-ce qu'on a comme difficulté? La difficulté, souvent, c'est de mettre en place le projet. Donc, quand on se dit, tiens, pour tel enfant, il nous semble que ce serait adéquat. Les parents se disent aussi que ce serait adéquat, et puis l'école ne veut pas. Donc, les premiers freins, ce sont ceux-là. C'est les écoles ordinaires qui ne veulent pas mettre en place d'intégration. Donc, qui ont l'enfant dans l'école, qui font je ne sais pas comment pour que l'enfant se débrouille. Les parents travaillent beaucoup à la maison avec l'enfant, on va chez le logopède, on va chez le micro-kiné, enfin, les parents cherchent toutes sortes de solutions, mais les écoles ordinaires ont du mal à bouger et à accepter de mettre en place des projets d'intégration. Qu'est-ce qu'on a comme difficulté? La difficulté aussi, c'est de coordonner tout ça, parce que toutes ces personnes autour de l'enfant, tous ces partenaires, mais il faut bien coordonner. Et donc, qui coordonne, comment? Et puis, qui dit coordonner un grand nombre de personnes, ça veut dire coordonner des agendas, donc la difficulté d'organiser des réunions. Si c'est planifié en début d'année, en général, enfin, si c'est planifié, ça va. Mais quand on se dit en cours d'année, tiens, il faudrait qu'on mette en place, il faudrait une réunion pour tel enfant où on nous présente une situation, mais comment est-ce qu'on fait? L'agenda de 5-6 personnes à coordonner. Si jamais on a un pédopsychiatre à inviter, ben là, c'est encore plus compliqué. Enfin, donc, la coordination est difficile. Ce qui est difficile pour nous au niveau des centres PMS, c'est qu'on a aussi beaucoup d'autres missions, donc on doit travailler avec beaucoup d'enfants pour toutes sortes de problèmes différents. On travaille dans le soutien à la parentalité, on travaille dans la prévention, le repérage de difficultés, on travaille dans l'éducation à la santé, on travaille sur l'orientation, et donc on a beaucoup de missions, et donc l'intégration, c'est un des aspects de notre travail, mais on a encore une multitude d'autres choses à faire. Et donc c'est ça que je vous disais tout à l'heure, le temps est important, parce que pour nous, chaque demande est importante, mais en même temps, on fait en fonction de nos réalités, de nos limites de temps. Et je crois que c'est ça le plus grand frein. Enfin, je sais pas ce que... Oui. Hein. Ouais. Bonjour. C'est par rapport à tout à fait autre chose. On voit que le projet d'intégration, c'est quelque chose qui va quand même mobiliser beaucoup les parents, qui va demander aux parents énormément de flexibilité, d'adaptation au niveau de la famille, au niveau du projet professionnel. Certains parents, un des deux, doit s'arrêter de travailler. Ce n'est malheureusement, dans certains contextes économiques, social, familial, pas possible. Je veux dire, ce qui fait qu'à terme, ce sont des projets qui peuvent pas être menés par toutes les familles actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à terme, va être pensé pour permettre à l'ensemble des familles qui croient au projet d'intégration de pouvoir le mener avec une réelle qualité pour l'enfant, pour les équipes, mais aussi pour la famille, parce que derrière un handicap, il y a aussi toute une famille derrière, une fratrie, etc., pour que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'il n'y ait pas de discrimination à un moment donné pour des aspects économiques, sociaux. Parfois, un des deux parents est malade, et donc tous ces éléments sont extrêmement importants aussi, parce qu'actuellement, les projets qui fonctionnent, ce sont des parents qui peuvent, ou qui ont également fait le choix, mais il y a des tas de parents qui voudraient faire ce choix-là, mais qui ne peuvent pas le faire pour des raisons diverses. Donc ça aussi, je trouve que c'est important d'en tenir compte et de l'avoir à l'esprit. Voilà. Je suis un peu interpellé par votre réaction, qui a vécu probablement donc par rapport au handicap d'un enfant. Moi, je pense quand même que l'intégration, c'est décharger les parents. Un projet d'intégration, c'est l'école qui le porte. Enfin, l'école, ils sont 4 partenaires. Et donc, les parents, la grande difficulté, c'est trouver l'école qui accueille. Et une fois que l'école
a accueilli et que 4 partenaires sont trouvés, c'est participer au projet d'intégration. Et puis, voilà, quelles sont les difficultés plus spécifiques auxquelles vous pensez? Parce que moi, je suis un peu à l'ouest, là. Je veux dire, je suis maman et logopède, et je me rends compte, même moi en tant que logopède, que la communication est quelque chose d'extrêmement difficile, et que c'est souvent le parent qui va quand même être l'axe central pour communiquer ce qui se fait en thérapie, avec la logopède, ce qui se fait avec le kiné, ce qui se fait dans d'autres activités. C'est un travail d'orfèvre, ça demande une certaine disponibilité. C'est certainement pas, quand on amène l'enfant à l'école, que ce genre de discussion peut avoir lieu, en retirant le manteau, en mettant l'enfant. Je veux dire, il y a les outils de communication parfois alternatifs qui sont mis en place pour soutenir l'enfant. Les adaptations. Je veux dire, c'est pas toujours matériellement possible pour les thérapeutes de venir à l'école, de pouvoir être présent, et donc le parent est quand même un pilier central. Voilà. Oui, mais je pense que l'école a sa mission pour décharger les parents. Moi, en tout cas, j'ai des contacts avec le logopède, il y a le téléphone, donc si les logopèdes sont de bonne volonté, je peux téléphoner, c'est mon boulot de le faire. Mais aussi, quand les parents sont en difficulté, l'école, ça fait partie de l'école inclusive. Hein. C'est qu'est-ce que nous, école, on met en place pour que tous les enfants qui sont intégrés bénéficient d'une bonne intégration et que ce ne soit pas une surcharge pour les familles, pour les enfants. Ça fait partie du projet d'école. Et donc l'école a des partenaires. Et donc je pense que quand on veut mettre de la bonne volonté, on peut toujours trouver des solutions. Même si elles ne sont pas toujours parfaites, mais bon, le mieux possible en tout cas. Voilà, merci. Donc en fait, je suis ici aussi avec un peu une double casquette de maman et enseignante, ce qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Et donc je confirme un peu comme ce qui a été dit, le parcours du combattant pour trouver l'école qui va accueillir l'enfant dans un projet d'intégration. Mais j'ai entendu beaucoup de freins, sauf un, c'est celui de l'enseignement spécialisé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un frein de leur part pour le vivre peut-être comme un danger de ne pas survivre à ce projet d'intégration? Et donc moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'enseignement spécialisé qui est contre notre projet et qui nous le fait remarquer à chaque réunion, malgré tous les avis favorables des personnes qui travaillent avec l'enfant concerné. Donc voilà, c'est un peu une remarque ou une question, voir si c'était le cas pour plusieurs situations ou pas. Oui, le temps, tu as une réponse, bien sûr. Mais vous avez raison, les freins pour l'enseignement spécialisé sont là aussi, parce que l'enseignant spécialisé a des craintes, c'est de perdre des élèves. A des difficultés. Une des premières difficultés, c'est de coordonner tous ces projets, parce que pour une école spécialisée, il y aurait à peu près 10 ou 15 écoles ordinaires. Donc ça veut dire que l'école spécialisée devrait organiser, coordonner la présence de personnes dans une dizaine d'écoles. Admettons que chaque école ferait un projet. Donc ça veut dire pour le spécialisé, une école spécialisée aurait 7, 8, 9 écoles partenaires. Donc il faut coordonner, il faut organiser, il faut prendre dans son équipe enseignante, envoyer des gens sur place, qui va les 2 heures là, qui va les 4 heures, donc il y a des freins de la part de l'enseignement spécialisé, ils sont bien là, et oui, ça fait partie des réalités et de ce qu'il faut bien, faut bien l'admettre. Un grand frein, c'est l'enveloppe fermée. Le ministère, le cabinet travaille avec une enveloppe fermée. Une fois qu'on a atteint le quota, terminé. À part qu'il y a quelques petits rabios qui peuvent être mis, mais c'est quand même, elle travaille en enveloppe fermée. Oui, absolument. Absolument. Je vais vous... Alors, vraiment la toute dernière, et puis on a le temps du midi et des pauses pour discuter. C'est pas une question, c'est simplement ajouter aussi que pour l'enseignement spécialisé, parfois c'est la peur de voir perdre ces bons enseignants, parce que la philosophie du décret, c'est vraiment l'expertise de l'enseignement spécialisé. Et donc, si l'école enseignement spécialisé joue son rôle, elle va envoyer ses meilleurs enseignants. Et donc voilà, ça fait aussi partie, et déforcer son équipe. Donc ça fait aussi partie effectivement des freins pour l'école d'enseignement spécialisé.
Merci. Alors, oui, je parle au micro. C'est la pause pour le lunch.